Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, quels sont les grands mythes de l'agriculture? Quelles sont ces idées qui, peut-être, à un moment donné, ont permis à l'agriculture de se développer, de répondre à certaines attentes, et puis qui, aujourd'hui, sont obsolètes, sont peut-être à remettre en cause? Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christiane Lambert. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-présidente de la FNSEA. Oui. Michel Prug, juste en face de vous, vous êtes président de COP de France et président de Maïsadour. Bonjour. Voilà. Pierre Pajas, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du GNIS. Et puis, alors, le GNIS, c'est le groupement National Interprofessionnel des Semences. Voilà. Et puis, juste en face de vous, Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes agroéconomiste, auteur d'un ouvrage donc, qui s'appelle L'agriculture française, une diva à réveiller. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, à votre avis déjà, quel est le mythe à qui il faudrait peut-être tordre le cou parce qu'il freine le développement de l'agriculture? Alors le mythe au sens où on l'entend par une idée qui nous bloque, non pas qu'elle soit complètement vraie ou complètement fausse, mais qui nous bloque pour avancer. Pour moi, il y en a plusieurs. Il y en a par exemple une, sachant que le mythe, il peut être vrai ou faux suivant les différents interlocuteurs. Il y en a une, parce que c'est petit, c'est bien, parce que c'est gros, c'est pas bien. Ou parce que c'est gros, c'est de mauvaise qualité, parce que c'est petit, c'est de bonne qualité. C'est pas vrai, c'est pas faux, mais c'est quelque chose qui nous bloque complètement. Christiane Lambert. Tout à fait d'accord. On le voit beaucoup aujourd'hui à propos des débats sur l'élevage. Dès lors qu'on veut développer une grande exploitation, un grand élevage, il y a de la suspicion. Un certain nombre d'ONG ont développé l'idée que grands élevages égale souffrance, ce qui est tout à fait le contraire, puisque dans les élevages que l'on construit aujourd'hui, il y a des normes de bien-être avec de la surface, des mètres carrés, des éléments de bien-être sur lesquels nous sommes contraints de faire, mais même on va au-delà parce qu'on connaît aussi des indicateurs de bien-être. Mais c'est passé dans le discours courant et oh là là, il faut se méfier de ce qui est gros, small is beautiful a encore beaucoup la cote. Et ça, que ce soit en bovin, en porcin, en élevage de volaille, c'est très 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 négatif et en général ça donne lieu à des débats difficiles en territoire. Et puis alors sur les plateaux parisiens, n'en parlons pas. Alors pourquoi on a envie que le petit soit beau et bio? Certains disent c'est régressif, c'est-à-dire que dans une société qui va mal et qui est quand même pas en bien-être général, c'est rassurant de savoir que la campagne reste comme on l'aime, comme on l'a aimé, que les agriculteurs conservent ce patrimoine. Il y a aussi probablement beaucoup la publicité qui a joué pour montrer la belle agriculture d'antan, la laitière avec sa poitrine généreuse et qui moule ses yaourts à la louche, ça n'existe plus, mais ça fait encore rêver. Ou les poules qui courent au fond du jardin, même si à ça se verre, les poulets courent dehors. Cette idée que l'agriculture elle est comme avant. Elle a beaucoup changé, on ne l'a pas montré. Aujourd'hui, la rupture de connaissances est extrêmement importante. D'où l'importance d'initiatives comme Agri-Demain qui vont permettre de faire venir dans nos exploitations pour voir comment nos bâtiments sont aujourd'hui vraiment et comment nous aussi on a plaisir à travailler dans ces bâtiments-là. Les industries agroalimentaires n'ouvrent pas souvent leurs portes. Or, la modernité, elle est dans l'industrie agroalimentaire, dans la transformation. Et quelque part, on attend, au travers de la communication, il y a plein de produits où on voit toujours la bonne maman en train de tourner la cuillère ou la cuillère dans le pot au feu. Donc c'est vrai qu'il y a un véritable problème d'image. On trompe le consommateur. Oui, et puis même sur les jolis visuels, hein, ce sont des cochons dans la prairie. Alors des cochons dans la prairie, il y en a, c'est quand même pas la majorité. Mais regardez, les Français mangent aujourd'hui plus de steak haché, plus de salade 4e gamme en sachet, plus de carottes râpées. Et on ne veut pas voir où ça se passe dans des grands bacs, dans des grands containers, avec beaucoup d'électronique et de robotique. C'est hyper clean au niveau environnemental et sanitaire, parce que c'est le zéro défaut et la traçabilité. Aucun industriel ne veut risquer la réputation de sa marque en faisant des bêtises. Mais malgré tout, c'est suspicieux. On parle d'alimentation naturelle, etc. D'accord. Autre mythe, à moins que vous souhaitiez réagir, il faut me demander la parole. Jean-Marie. Alors pour moi, un autre mythe, par exemple, c'est on va s'en sortir par la qualité. C'est vrai, mais c'est en même temps complètement faux. Par exemple, si on prend, je prends un exemple, si on prend en viande bovine, on a une partie de la viande bovine, du secteur viande bovine, sur lequel on a un problème d'adéquation entre le besoin, la demande du consommateur et ce que l'on produit. Christiane évoquait la viande. Et en fait, 40% de ce qui est consommé, c'est de la viande hachée. Et donc, ce n'est pas des races de qualité qu'il faut pour faire ça. Un autre exemple, pour diversifier, la viticulture. On exporte principalement du vin premium.
Or, la demande mondiale est sur du vin plutôt moyen de gamme. Et donc, il faut qu'on restructure notre offre pour l'adapter au marché. Et ce n'est pas forcément la qualité par le haut. Qualité organoleptique, qualité sanitaire, bien sûr. Mais ce qu'on appelle globalement la qualité au sens large, il faut une palette de gamme, me semble-t-il. Michel Frug. Oui, ce mythe sur la qualité, c'est quoi? C'est la capacité à répondre à un marché. Et nous, dans les coopératives agricoles, nous estimons que nous devons nous concentrer sur l'identification des différents marchés. On peut parler de bio, on peut parler d'exportation, on peut parler de circuit court, on peut parler de circuit long, on peut parler d'appellation d'origine protégée, etc., etc. Et donc c'est l'adéquation que l'on est capable de faire depuis l'acte de production chez nos adhérents agriculteurs, en passant par les outils de transformation, où souvent il y a, comme cela a été dit, beaucoup de technologies. Qui sait aujourd'hui que pour traiter les aliments que vous consommez au quotidien, nous avons des salles blanches dans nos outils industriels, je dirais, qui sont plus propres bactériologiquement parlant, que des hôpitaux ou des endroits qui sont réputés par nature être clean. Donc on voit bien que cette notion de qualité, c'est la qualité par rapport au marché auquel on s'adresse. Et puis, l'autre sujet, c'est ces images d'Épinal que l'on veut véhiculer en permanence. Et croyez-vous que l'on peut intéresser un jeune à reprendre une exploitation agricole, à lui expliquer qu'il va travailler comme son père ou comme ses grands-parents, alors que sur ce salon, on découvre toutes les technologies qui permettent de surveiller par le satellite les cultures, qui permettent, à travers des lunettes connectées, de surveiller les animaux qu'il y a dans un parc au travers des puces qu'elles ont pour connaître leur état de santé, pour connaître leur généalogie, pour connaître le nombre d'animaux ou de petits qu'ils ont portés. Toutes ces choses-là, c'est l'agriculture d'aujourd'hui. Et c'est encore plus l'agriculture de demain. Nous devons, au travers de ces grands mythes, ne pas laisser penser à nos consommateurs que les produits alimentaires qu'ils vont avoir sont issus d'une agriculture de grand-papa. C'est une agriculture technologique, même si elle sait se mettre avec des habits qui correspondent à, comment dire, aux caractéristiques que veut le consommateur, que voudrait entendre un consommateur. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut du service, il veut de l'organoleptique, il veut des produits qui lui donnent du plaisir et à des prix compétitifs. Pierre Pagès, vous êtes porteur d'innovation et pourtant, souvent, on vous tire dessus à cause de l'innovation. Un des grands mythes dans le métier que je représente aujourd'hui, c'est ces affreux semenciers verrouillent la technologie pour empêcher les agriculteurs de ressemer leurs propres semences. Or, comme ça vient d'être dit, le métier de semencier est fait d'un certain nombre de technologies, y compris modernes, et ça, c'est indispensable pour répondre aux besoins et aux évolutions, y compris organoleptiques. C'est la semence, par exemple, qui, dans l'huile de colza, a réussi à modifier le colza pour que nous ayons une qualité d'huile avec l'équilibre oméga 3, oméga 6, qui correspond aujourd'hui en termes qualitatifs à l'huile d'olive, par exemple. Donc, en fait, les mythes, c'est le véhicule d'un certain nombre de fausses idées. Les agriculteurs, et je suis agriculteur, j'ai transmis l'exploitation à mon fils, eh bien, ils peuvent tout à fait choisir de ressemer leur propre récolte. Ils en ont le droit. Ce que la loi permet aujourd'hui, c'est éventuellement de participer à la recherche. Et nous avons encore besoin de recherche pour garder notre compétitivité et pour servir les créneaux et les différents marchés tels que ça vient d'être évoqué tout à l'heure. Alors, par rapport à l'industrie, juste, je vais citer un des articles qu'écrivait l'autre jour Sylvie Brunel sur l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire a libéré la femme. Si je regarde les statistiques, en 1960, chaque ménagère passait devant ses casseroles, excusez-moi l'expression, 3h30. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 30 minutes. Et donc l'industrie agroalimentaire, par les services qu'elle a su amener jusqu'au consommateur, a aussi contribué à libérer la femme. Et je pense que ça valait le coup d'être souligné. Un autre mythe. Alors d'autres mythes, les céréaliers font rien et gagnent beaucoup d'argent. Les éleveurs travaillent énormément et gagnent rien du tout. Les deux, c'est faux. À qui je m'adresse? À vous en tant qu'éleveur? Moi, je connais de petits céréaliers et de gros éleveurs, alors qu'à Paris, on n'entend parler que de gros céréaliers et de petits éleveurs. C'est invraisemblable, on ne doit pas connaître les mêmes. Mais c'est démentiel. Et il y a... Ça, c'est catastrophique en termes d'image, mais c'est un peu Fernand Reynaud à l'époque, ça a eu payé.
Et ça a eu payé, oui. Pour certains, ça paye encore. Pour certains, ça paye plus du tout. Les céréaliers ont perdu 30% de leurs revenus sur les 3 dernières années. Quand on dit ça à certains journalistes, ils veulent pas nous croire. Ouais, mais quand même, ils en ont sous le pied. Non, ils en ont plus sous le pied. Et puis il y a des éleveurs qui gagnent bien leur vie. Et comme il y a eu sur les dernières années des éleveurs de lait ou de bovins, plutôt de lait d'ailleurs sur l'année 2014, qui ont fait des marges et des revenus intéressants avec un prix du lait qui avait flambé grâce à la Chine, merci les Chinois. C'est comme de dire les producteurs de porc sont des affreux spéculateurs et pollueurs. Tout faux, mais quand c'est ancré dans les esprits, voilà, c'est très difficile. Alors, à nous aussi, agriculteurs, avec les centres de gestion, avec nos chambres d'agriculture, nos COP, d'être très transparents sur ce que nous sommes. Il ne faut pas hurler au loup tout le temps. Quand ça va bien, il faut le dire, pour que quand ça va mal, on ne nous croit pas. Vous connaissez l'histoire de Pierre et le loup? Non, allez-y. Ma grand-mère racontait toujours cette histoire de Pierre et le loup. Pierre va chercher de l'eau à la fontaine, il hurle au loup une fois, on vient le chercher, il n'y a pas le loup. La deuxième fois, il hurle au loup, on vient le chercher, il n'y a pas le loup. La troisième fois, il hurle au loup, il y a le loup, mais plus personne ne vient. C'est-à-dire que quand 3 fois on a râlé, mais qu'il y avait 2 fois fausse, on n'a plus de capacité à être cru. Voilà, il faut être transparent et sincère. Jean-Marie Serroni, un autre mythe, le prix unique. Voilà. Ça, c'est un mythe. Voilà, c'est un mythe. Enfin, c'est un mythe ou c'était une revendication à un moment donné. Il y a beaucoup de choses qui ont été basées là-dessus, que dans une même production, les gens doivent être payés le même prix. Aujourd'hui, en production laitière, suivant je vais éviter les termes techniques, ma laiterie, suivant ce qu'elle vend, je ne serai pas payé de la même manière et pas pareil les mêmes années. Si elle vend pour l'exportation ou si elle vend pour des produits frais sur la grande distribution, je ne serai pas forcément payé de la même manière. En production porcine, on aura vraisemblablement les mêmes évolutions. Mais en production porcine, Christiane est bien plus compétente. Alors, prix unique, toujours valable ou pas? Non, mais le mythe de l'agriculteur qui subit, moi je voudrais le dénoncer. Dans nos entreprises coopératives, l'agriculteur est le décideur. On laisse croire que l'agriculteur est juste dans sa ferme. Nous faisons la démonstration que l'agriculteur a fait le choix de se fédérer entre agriculteurs, d'avoir développé des outils industriels de transformation pour aller vers le consommateur avec des produits finis, et c'est lui qui est décideur. Alors quand il est décideur, dans le conseil d'administration de sa coopérative, il subit comme les autres les réalités de marché. Suivant le choix qui a été fait de vendre sur le marché intérieur, de faire des produits identifiés sous signe de qualité, ou d'aller à l'exportation, nous savons que nous n'avons pas les mêmes prix de vente. Et c'est le mix de ces prix de vente qui fait que l'on a un prix moyen payé au producteur. Mais souvent, l'agriculteur, lui, il veut que l'on prenne en compte ses coûts de production. Ce travail est fait techniquement. Dans une coopérative, on identifie les prix de production, on va négocier avec nos clients directement à la GMS ou des industriels intermédiaires en fonction de la qualité et de la typologie de la production qu'ils veulent. On leur donne une qualité avec un prix défini. Et l'agriculteur accepte ou n'accepte pas la production dans certains cas. Mais généralement, comme ça a été une construction collective, on s'y retrouve. Alors aujourd'hui, on a un débat violent sur le prix payé aux producteurs. Mais comme vous le dites, le prix payé est un des acteurs du revenu de l'agriculteur. Les charges en sont également, et l'adaptation au marché que l'on veut aller satisfaire est un des critères. Donc je pense que le débat, Pierre qui hurle au loup, et le débat sur quels sont les marchés que l'on veut, est un débat essentiel aujourd'hui dans notre société agricole. Christiane Lambert. Oui, alors c'est vrai que pour les producteurs que nous sommes et dans la mission syndicale, ça a été défendre le prix, c'est encore de défendre le prix, mais de plus en plus on voit bien que nos acheteurs veulent des produits sous cahier des charges avec des exigences en plus et des centimes en plus. Moi je suis producteur de porc avec mon mari, nous avons accepté un cahier des charges avec notre coopérative, nous rentrons dans une démarche qualité avec l'élevage de porc et nous allons avoir une plus-value sur les porcs. C'est un choix, nous acceptons d'avoir tel aliment, telle condition d'élevage, telle génétique, mais il y a des centimes au bout. Quand les choses sont claires dès le début et qu'on accepte d'un commun accord le cahier des charges, c'est intéressant et c'est positif. De la même façon par rapport aux céréales. Les blés plus protéinés sont aujourd'hui mieux valorisés. Charge à l'agriculteur de faire en sorte d'avoir les protéines qui vont bien, avec la semence qui va bien, l'itinéraire culturel qui va bien, etc., etc. Je pense que de plus en plus, on aura des deltas sur les prix. Le plus important, c'est qu'on puisse avoir le choix et en transparence, le retour en centimes correspondant à l'investissement réalisé. Pierre Pagès. Oui, moi je voulais parler du mythe de c'était mieux avant, y compris sur la qualité sanitaire des aliments, etc., etc. Je pense que nous sommes dans une société interconnectée, de plus en plus internationalisée, voire mondialisée, et donc le monde change. Et si nous ne changeons pas, nous aussi, en fonction des évolutions,
eh bien nous disparaîtrons. Et quand je dis nous, c'est la société française d'abord, et puis aussi sans doute les agriculteurs. Alors un seul exemple. Nous avons pris depuis 1960 20 ans d'espérance de vie. Pourtant on nous explique tous les jours qu'avec nos techniques culturelles, nous utilisons des pesticides et donc nous empoisonnons notre alimentation. Or, qu'est-ce que veut dire pesticide? En anglais, pesticide, c'est produit de soins. Et donc, nous avons besoin d'une panoplie donc, de produits de soins, que ce soit pour nos animaux ou pour nos plantes, pour que nous puissions les élever, les soigner et les récolter. Donc, il n'y aura pas de qualité sanitaire des aliments sans que les produits qui sortent de nos exploitations le sont également. Et donc tous les jours, vous entendez par exemple que le bio a une qualité sanitaire supérieure à celle du conventionnel. Eh bien moi je vous dis, aujourd'hui c'est faux. Nous avons besoin, pour tuer nos mauvaises herbes, pour tuer les insectes, pour tuer les bactéries, pour tuer les champignons, d'une panoplie de produits qui nous permettent de faire de l'agriculture saine et donc de l'alimentation saine. Madame, merci beaucoup. Messieurs, merci d'être venus ici pour débattre des grands mythes de l'agriculture. Merci à vous.